Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour vous parler de ma conférence, ma première conférence publique. Je m'appelle Sébastien Dufour-Beauséjour, je suis développeur full stack chez Nexap et ma conférence aujourd'hui, avec un bon nom clickbait, s'intitule Refermer la boîte de Pandore de TypeScript. Et fun fact, je me souviens à la première édition de Cabane, j'ai vu une discussion enflammée sur TypeScript versus Flow, puis j'aime ça penser que, étant donné que je suis aujourd'hui en train de vous parler de TypeScript, que j'ai gagné. Oui, je suis rancunier aussi longtemps à long terme. Donc, l'expression ouvrir la boîte de Pandore, c'est le fun. Ce matin, Will l'a utilisé dans sa présentation. C'est quelque chose qui veut dire, en gros, l'origine de bien et malheur. Fait que dans la mythologie grecque, c'est Pandore qui a eu sa boîte et elle savait que ça contenait tous les maux de la terre, mais elle a quand même décidé de l'ouvrir. Puis, tu sais, ça date de la mythologie grecque, ça a été analysé philosophiquement beaucoup, mais moi, mon interprétation que j'aime, c'est que réellement, la source des malheurs, c'était la décision que Pandore a prise d'ouvrir cette boîte-là. Puis aujourd'hui, je vais essayer de faire des parallèles avec les décisions que nous, on peut prendre comme dev en TypeScript, qui peut amener une source de bien et des malheurs. Donc, TypeScript n'existe pas en prod. C'est pas un secret, on l'oublie parfois par contre. TypeScript, c'est un langage qui vient enrichir JavaScript, mais en tant que tel, c'est pas ça qui va être exécuté lorsqu'on va déployer une application. Fait que ça va être compilé par le compilateur, puis après ça va être du JavaScript qu'on va déployer, puis c'est ça vraiment qui va power nos apps. Mais ça ne veut pas dire que TypeScript n'est pas utile. La réelle force du langage, c'est son compilateur. C'est ça qui nous empêche de faire des erreurs bêtes, comme ajouter deux arrays ensemble, ou avoir des erreurs de genre undefined is not a function. Fait que normalement, si mon app compile, ça m'empêche d'avoir des erreurs stupides dans ce genre-là. Cependant, une fois que c'est compilé, bien, tout ce qui rentre dans mon code après l'étape de la compilation, il n'aura pas cette sécurité des types-là. Fait que si on fait une liste rapidement de qu'est-ce qui va être safe et qu'est-ce qui ne le sera pas, bien évidemment, il va avoir mon code, le code que moi j'écris dans mon projet, puis il va avoir ton code. Fait que tes collègues ou les librairies que tu vas installer, etc. Tant que c'est dans ton projet et que ça passe à travers le compilateur, type safety. Qu'est-ce que ça n'inclut pas? Il va y avoir tout ce que tu reçois d'un API REST, potentiellement. Lire un fichier JSON, recevoir des messages WebSocket, interaction de l'utilisateur dans ton UI. Fait, dans le fond, tout ce qui rend une app le fun. Cependant, qu'est-ce que je vous propose de faire, c'est commencer par une application qui va respecter les conditions de gauche, qui va être 100% compile time safe, puis après ça, voir comment est-ce qu'on peut introduire des malheurs dans vos applications en ajoutant de l'interactivité. Donc, pour commencer, je me suis fait un petit planificateur de voyage pour voyager à travers la province. Fait que c'est les destinations que j'ai choisies où aller. Donc, je vais aller à Pas-Montréal, Chicoutimi et Gatineau. Pourquoi pas Montréal? Parce que qui veut aller à Montréal? Donc, c'est très simple, c'est ordonné de façon chronologique par là où je vais aller. Et aussi, je vois l'adresse de mon Airbnb que j'ai loué pour aller dormir pendant la nuit. En ce moment, tout le data est hard-codé dans mon application directement. Le modèle de données ressemble à ça, fait que c'est simplement quelques champs, l'adresse qui est une string, la date d'arrivée et de départ qui sont des numbers, puis aussi le name qui est une string. Donc, jusqu'à présent, ça ne fait pas grand-chose, mais au moins, quand je déploie ça, je sais que tout va fonctionner normalement. Introduisons Pandore. Fait que, on va introduire un peu de chaos dans notre système. Voyez-le un peu comme un gars d'admin à l'Université Laval qui vient de voir parce qu'il sait que tu es en informatique, qui fait genre « Hey, j'ai une idée pour une app. » Puis là, il dit « Tu vas tout coder, je vais donner 10% de la compagnie. » Fait que, en ce moment, mon app, elle ne fait pas grand-chose, mais pour éventuellement la commercialiser, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ajouter des intégrations avec des services externes. Cool. Donc, première intégration, à la place de hard-coder ma liste de destinations, bien, je vais juste aller chercher ma liste de destinations dans mon Google Calendar. Fait que je vais faire un appel à l'API de Google Calendar, puis je vais avoir toute cette liste-là. Là, je vous garantis, l'API de Google Calendar ne fonctionne pas comme ça, c'est pour les besoins de la cause. Puis, étant donné qu'on fait du beau TypeScript, là, je vais typer mon retour d'API avec qu'est-ce que je m'attends d'avoir, puis après ça, automatiquement, je vais avoir l'autocomplétion qui vient via ça. Donc, je déploie mon app, tout fonctionne super bien, et finalement, je peux partir en voyage. Donc, j'arrive à ma première destination, tout va bien, puis là, j'ouvre mon app pour voir c'est quoi ma prochaine destination, puis c'est ça que je vois. Donc, première chose qu'on voit, mon app maintenant me dit que je suis à Chicoutimi et pas à Pas-Montréal, et aussi, bien, je ne vois plus les adresses de mes Airbnb, quelque chose qui s'est passé. Je vous rappelle, TypeScript n'existe pas en prod.
Moi, je n'ai rien changé depuis que j'ai déployé mon application, hein. Mais apparemment, quelque chose a brisé dans le système qui fait en sorte que ça ne fonctionne plus. Fait que, si j'investigue un peu, qu'est-ce que je vais voir, c'est que mes retours d'API, en fait, ils ont changé. À gauche, c'est qu'est-ce que je m'attendais à avoir préalablement, puis à droite, maintenant, qu'est-ce que je reçois. Fait en gros, j'ai eu un bris de contrat dans mon API. On peut se douter, ah oui, c'est normal parce que c'est Google, puis Google, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Mais genre, je ne veux pas vous donner de la sécurité psychologique que vous ne méritez pas. Là. Dans vos équipes, dans vos entreprises, probablement que ça peut arriver aussi que genre il y a des mismatchs de contrats, ou même si vous êtes le seul dev dans le projet, il ne faut pas vous faire confiance à vous-même non plus. Donc, revenons un peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est où qu'on a fait l'erreur en tant que développeur pour arriver à ce scénario-là. Mais en fait, ici, le type qu'on a mis, on peut passer rapidement par-dessus, mais ça ne va absolument rien faire lorsqu'on va déployer notre application. En fait, pire que rien faire, ça va nous donner un faux sentiment de sécurité en tant que développeur, parce qu'on pense qu'on a fait notre job, puis on a mis les types sur qu'est-ce qu'on allait recevoir. Mais concrètement, c'est comme si on avait une entrée à un bâtiment où il fallait être doublement vacciné, mais on faisait juste mettre des posters au monde, puis on disait « Check, si tu es doublement vacciné puis tu respectes les règles, tu peux rentrer », avec aucun check légitime. Clairement, on peut comprendre qu'il pourrait y avoir des choses qui vont rentrer à travers cette frontière-là qui ne devraient pas. Donc, moi, je suis bien d'avis que, en général, je ne fais pas confiance aux gens. J'ai des problèmes de confiance depuis bien longtemps. Puis, autant que les devs back-end, ben, on apprend très, très rapidement de sanitiser ou de faire en sorte que qu'est-ce qu'on reçoit du front-end, c'est bien sécure et on ne reçoit pas n'importe quoi. Je me demande pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose, mais dans l'autre sens. Fait que je vais utiliser un type de TypeScript qui s'appelle unknown, puis je vais dire, bien, jusqu'à preuve du contraire, en réalité, j'ai aucune idée qu'est-ce que tu viens de me renvoyer. Puis après ça, qu'est-ce qui est le fun avec le type de unknown, contrairement à any, c'est que ça me force de façon programmatique à déterminer c'est quoi la shape de mon data. Fait qu'étant donné que c'est programmatique, ça va être du vrai code qui va être exécuté, puis après ça, ça va aider le compilateur de TypeScript à vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, je fais des petits checks sur la forme du data que je m'attends à recevoir, un array, quelques propriétés qui devraient exister. C'est bon, mais c'est un bon départ, mais en réalité, je peux avoir une infinité d'items. Fait que je vais généraliser ça pour tous les éléments dans mon array. Tous les champs qui devraient exister, et chaque champ devrait avoir la bonne valeur. Puis ici, j'utilise le terme valeur versus type, parce que valeur, c'est un concept de JavaScript, et type, c'est un concept de TypeScript. Donc, ça va être du code qui va, encore une fois, être exécuté. Bon. En tant qu'humain, on peut comprendre qu'une fois qu'on est dans la condition, on devrait avoir le bon data. Cependant, le compilateur de TypeScript n'est pas encore super content. Fait qu'on peut l'aider, on peut extraire tout ça dans une fonction qui s'appelle un typeguard, et ça fait la même chose, mais si on retourne un true, on peut dire au compilateur, check, je te garantis, là, le input que je viens de t'envoyer, c'est cette forme-là, puis après ça, toi, tu peux inférer qu'à l'intérieur de cette condition-là, tu vas avoir le bon data. Théoriquement, là, je pourrais arrêter de parler tout de suite parce que je vous ai montré le problème, je vous ai montré une solution, puis après ça, genre, vous pourrez aller dans vos projets puis faire toutes ces modifications-là. Mais on s'entend que la technique qu'on vient de voir, c'est pas mal beaucoup de code. Ça, c'est un exemple. Dans vos projets, vous allez avoir des dizaines, des centaines, voire d'API à typer de cette façon-là. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui va scaler. Fait que, notre intuition initiale là, était quand même la bonne. C'est juste que ça faisait rien comme code. On a décrit le modèle qu'on s'attendait à avoir. C'est juste qu'une fois qu'on compilait l'app, ça disparaissait. Fait que, il me semble que ça serait vraiment le fun de pouvoir faire cette même procédure-là, utiliser un langage très similaire, mais au lieu que ce soit un type, que ce soit, disons, des fonctions qu'on puisse appeler, puis ça va valider concrètement si j'ai le bon data. Introduisons IOTS, une petite librairie que j'aime bien et qui te permet de faire exactement ça. Donc ici, c'est un exemple de code que tu peux faire avec cette librairie-là, où tu décris la forme de ton data que tu attends à avoir avec des classes qui viennent de la librairie, et ça va te permettre, après ça, de poser des questions sur est-ce que c'est valide ou non. Fait que c'est un peu comme une voyante, tu vas la voir, tu fais genre, hey, qu'est-ce que je te donne comme input que moi, je n'ai aucune idée c'est quoi, tu sais quoi faire avec. Étant donné que tu poses une question à cet outil-là, bien, tu vas t'attendre à avoir des réponses. Hein. Puis les questions qu'on pose, c'est des questions de oui ou du non. Fait que peu importe ce qui se passe, tu vas recevoir une réponse. Fait que si je pose une question de oui ou par non et que tu n'es pas capable de répondre, je ne m'attends pas à ce que la personne commence à crier ou partir en courant parce qu'elle est genre subterfugée par cette question-là. Donc, si tu comprends qu'est-ce que je t'envoie, c'est comme si tu décodais, tu m'aidais à décoder un peu cette question inconnue pour moi.
Donc, on va changer de terminologie, puis on va introduire le concept de décodage et de codec. En gros, qu'est-ce que j'ai à la fin? C'est un codec qui me permet de de déterminer la forme exacte d'un input qui est inconnu. Donc, dans le cas où, à droite, ça a fonctionné, je vais avoir le même objet en output, mais qui va être maintenant fortement typé de la même façon qu'on a vu plus tôt. Ou dans le cas à gauche, que le codec n'a aucune idée qu'est-ce qu'il va avoir ou qu'il y a des mismatchs, des erreurs, mais qu'est-ce qu'il va me répondre? Ça ne sera pas une exception, mais ça va être une liste détaillée de je m'attendais à avoir tel champ de tel type, mais en réalité, il manque ou il n'y avait pas le bon type. Fait que tu vas avoir une description de qu'est-ce qui s'est passé comme problème. Donc, pour se faire un langage commun, à gauche, ça va être notre branchement où on a eu des échecs, et à droite, ça va être le branchement de succès. Et là, sans le savoir, je viens de vous introduire à des petits concepts de programmation fonctionnelle. Préparez-vous, la révolution arrive. Donc, étant donné que dans tous les cas, je vais recevoir un output quand je vais décoder quelque chose d'inconnu, mais il va falloir que je traite tous les branchements possibles. Fait que dans le cas que je suis à gauche, je vais aller chercher la valeur que j'ai à gauche, et dans le cas que je suis à droite, même chose. Concrètement, si je reprends mon exemple du début, je vais pouvoir maintenant, lorsque je vais avoir décodé quelque chose, disons, afficher un message, une bannière qui dit hey, « il y a un problème quand je t'ai chargé ton data, je ne peux pas t'afficher de quoi », au lieu de juste avoir une app qui continue à fonctionner, mais qui en réalité est dans un état impossible. Et dans le cas que je suis à droite, mais ça va être mon état de succès, fait que je peux continuer le processus comme d'habitude. Donc, un peu, si je reviens à mon exemple de tantôt, c'est comme si, maintenant, dans ton bâtiment, disons cabane, tu as un bouncer à l'entrée qui va checker si tu es réellement vacciné. Puis une fois que tu es à l'intérieur de ce bâtiment-là, tu vas avoir l'assurance que tout le monde respecte les conditions de la frontière. Et donc, dans notre cas, on va savoir que tout ce qui est à l'intérieur de notre système, comme data, va être compile time, type safe. C'est bien beau qu'est-ce que tu viens de me présenter, Seb. Cependant, est-ce qu'on doit vraiment avoir deux sources, deux endroits où on doit décrire notre forme de data, d'un côté en TypeScript et d'un autre côté en code? Bien, évidemment, la réponse va être non. Tu peux juste prendre ton codec, extraire la forme des types que tu viens de décrire, et tu vas avoir le même type qu'on avait initialement, mais avec une seule source de vérité. Puis aussi, je vous ai montré un exemple très simple, mais tu peux modéliser pratiquement n'importe quel type de retour. Ici, par exemple, je me suis créé un codec custom qui va valider qu'une adresse courriel que je reçois respecte une regex particulière pour valider la forme du courriel. Puis après ça, je vais pouvoir mettre ça directement dans un objet. Ou je peux aussi faire des unions avec des strings littérales pour m'assurer que je reçois seulement des strings qui sont exactement égales à ce que j'ai mis ici. Donc, pour résumer, le problème de Pandore de TypeScript, c'est que même si, lorsqu'on compile nos applications, tous nos types disparaissent, en tant que développeur, parfois on oublie de rajouter les checks nécessaires pour respecter ce système de type-là qu'on met. Fait que là, avec la solution que je vous ai proposée, on peut facilement s'assurer qu'aux frontières, qu'est-ce qu'on va recevoir comme data va respecter notre modèle et qu'ainsi on ne va pas envoyer du data empoisonné à l'intérieur de notre système et ainsi avoir des bugs très difficiles à débugger. Puis aussi, qu'est-ce que je viens de vous présenter comme solution? C'est réactif et non préventif. Dans le meilleur des scénarios, normalement, on essaierait d'éviter des bris de contrat comme ça pour pas que ça explose, disons, en production, etc. Cependant, dans le monde réel, ça arrive quand même. Puis même si votre processus est béton et vous n'avez pas besoin de cela en production, en cours de développement, ça va être bien utile pour s'assurer que qu'est-ce qu'on reçoit comme data est conforme. Merci.